Bonsoir et bienvenue dans votre émission de santé et de bien-être de la BBC. Nous sommes à Conakry, la capitale de la Guinée. Au sommaire cette semaine dans la vie. Imaginez un trouble mental qui vous fait vous arracher vos cheveux. La star marocaine de la chanson Abir El Abed nous raconte son expérience avec la trichotillomanie. Vous vous posez des questions sur la sécheresse vaginale. Vous aurez des réponses dans notre séquence 5 sur 5. En Ouganda, une technologie permet de neutraliser une toxine qui rend dangereuse la consommation entre autres de l'arachide et du maïs. Enfin, un esprit sain dans un corps sain, mais surtout avec l'équipement qui va avec, nous vous expliquons pourquoi et comment. Lorsqu'en 2020, la chanteuse marocaine Abir El Abed poste sur Instagram une photo d'elle la montrant le crâne rasé, ses fans sont choqués. L'artiste de 30 ans a voulu mettre un terme aux rumeurs qui circulaient sur elle depuis un moment. Elle ne souffrait pas d'un cancer, mais d'une autre maladie, la trichotillomanie. Ce trouble mental qui se traduit par des envies récurrentes et irrésistibles de s'arracher les cheveux, mais aussi les cils et les sourcils. L'artiste marocaine a accepté de raconter son histoire à Lila Famouzo. Retour à la réalité. Impossible de se promener dans les rues de Tanger sans être accosté par ses admirateurs. Avec sa musique aux influences arabo-judéo-andalou, Abir El Abed a ravi le cœur des Marocains. Mais derrière ce visage rayonnant se cache un parcours douloureux. On a une expression qui dit en arabe que nisf jamal mar'a sha'ruha, c'est-à-dire que la moitié de la beauté de la femme existe dans ses cheveux. Imaginez quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui a 20 kilos de plus dans une société qui croit vraiment à la beauté. C'était une vraie souffrance. Depuis presque 2 décennies, la jeune femme souffre d'une maladie peu connue, la trichotillomanie. Également nommée trichomanie, c'est un trouble mental qui se traduit par l'arrachage compulsif de ses propres cheveux, poils des cils, des sourcils ou encore d'autres parties du corps. Cette maladie, elle peut paraître anodine, mais malheureusement, on peut trouver des conséquences importantes, tant esthétiques que psychologiques. Les causes précises sont méconnues, mais il peut s'agir de multiples causes. C'est souvent des origines héréditaires, génétiques ou bien psychologiques et aussi en lien avec les traumatismes et les expériences de vie de la personne. Et ça n'a rien à voir avec la mauvaise habitude, mais c'est une vraie pathologie et qui cause une souffrance importante à la personne. Abir dit avoir commencé à présenter les signes de la maladie dès l'âge de 8 ans. J'arrachais les cheveux des poupées avant que je commence à m'arracher les cheveux. Et de la même manière, c'était la dernière victime que j'ai gardée ici. Ce qui était au départ un geste anodin est très vite devenu un véritable cercle vicieux. Je me souviens qu'au début, je me mettais devant le miroir et je trouvais des poils. Je commençais à les arracher. Je n'acceptais pas de voir les poils qui sortaient des autres qui étaient lisses et tout ça. Les recherches suggèrent que 0,5 à 2% de la population mondiale est atteinte de trichotillomanie. Quand j'ai des problèmes ou bien j'ai une soirée et je pense à quoi faire, qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut faire. Au moment que je réfléchis, je m'arrache les cheveux. Ça me fait plaisir, c'est ça le problème, c'est que c'est un cercle de plaisir et je n'arrive pas à m'arrêter. Si j'enlève un poil, je peux rester comme ça pendant des heures. Depuis que sa carrière a décollé en 2011, comme toutes les artistes de sa génération, la jeune femme alimente régulièrement ses réseaux sociaux. Sur Instagram, sur Facebook, on partage des photos avec les gens et je ne pouvais jamais montrer ma faiblesse ou dire j'ai un problème ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai choisi la manière la plus efficace, mettre une perruque et faire semblant que c'était mes cheveux. Il fallait que je sois belle. Lorsqu'en 2020, Abir décide d'apparaître le crâne rasé dans un post Instagram, ses fans sont choqués. L'artiste de 30 ans voulait mettre fin aux rumeurs qui circulaient sur elle.
Non, elle ne souffrait pas d'un cancer, mais d'une maladie chronique. Le traitement de la trichotillomanie se traduit généralement par une thérapie comportementale et cognitive. La psychothérapie, surtout la plus recommandée, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui va aider le patient à comprendre mieux son processus de pensée, mais aussi à rééduquer son anxiété. Il y a aussi le traitement médicamenteux qui est aussi recommandé. En tout cas, pour les formes sévères, c'est recommandé de faire une association de traitement entre le traitement psychothérapeutique et le traitement médicamenteux. Si l'aide d'un professionnel est indispensable pour les personnes atteintes de trichotillomanie, les proches aussi peuvent jouer un rôle essentiel dans la guérison. Abir a pu compter sur le soutien de son petit ami. C'est lui qui l'a convaincu de ne plus cacher sa maladie. Au départ, quand j'ai commencé à enlever sa perruque, elle a commencé à pleurer, genre vraiment à chaudes larmes. Elle pleurait et j'ai commencé à la consoler. Ce n'est rien, tu seras magnifique, fais-moi confiance. Et après, quand c'était fini, elle s'est regardée dans le miroir et elle était stupéfaite. En fait, elle se plaît beaucoup comme ça. Elle a commencé à avoir ce sourire un peu niais qu'elle a maintenant tout le temps sur son visage. Ce sourire innocent. C'était après un mois que je commençais à m'accepter quand même. Si elle n'est pas totalement sortie d'affaire, la chanteuse tangéroise estime avoir fait un grand pas. En révélant sa maladie, elle s'est allégée d'un secret pesant et se consacre désormais entièrement à sa passion, la musique. Waouh, très belle leçon de résilience. Merci à Abir El Abed pour son témoignage. Nous allons maintenant parler de la sécheresse vaginale qui rend la vie difficile à beaucoup de femmes. Il s'agit du thème de notre séquence 5 sur 5. Je vous laisse suivre la conversation entre notre influenceuse et notre spécialiste du genre. Bonjour, je suis Carole Lokossou, actrice, comédienne et directrice d'acteurs béninoise. Le cinéma et les arts de la scène, c'est toute ma vie. Que ce soit devant la caméra ou derrière, je me suis toujours bien sentie. Mais nous ne parlerons pas de moi aujourd'hui. Nous parlerons plutôt d'un sujet très délicat pour beaucoup de femmes, la sécheresse vaginale. Avec nous aujourd'hui, pour répondre à nos questions de ce numéro de 5 sur 5, Dr Vanessa Hessou. Bonjour Dr Hessou Vanessa. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, ça fait un plaisir pour moi. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'à l'entame comme ça, vous pourriez déjà nous définir ce que c'est que la sécheresse vaginale? De façon simple voilà. Et terre à terre, la Exactement. sécheresse vaginale, c'est un défaut de lubrification au niveau du vagin. Vous savez, le vagin, c'est une cavité virtuelle, mais qui contient un petit liquide qui assure cette lubrification, cette humidité. Donc c'est pour une raison ou pour une autre, lorsque cette lubrification-là se fait défaut, on parle de sécheresse vaginale. D'accord. Alors vous venez de parler de pour une raison ou pour une autre. Ouais. Ça me donne envie de connaître en même temps les raisons, les causes, tout ce qui peut amener une femme à vivre une sécheresse vaginale. L'une des causes principales, c'est la ménopause. Vous d'accord. savez, à la ménopause, on a l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Alors que ce sont les ovaires qui produisent les hormones sexuelles de la femme, notamment les œstrogènes. Et le rôle des œstrogènes au niveau du vagin, c'est d'assurer cette lubrification. Donc s'il y a défaut de production d'œstrogènes, il n'y aura pas assez de lubrification au niveau du vagin. Et deuxième phénomène que l'on remarque également à la ménopause, c'est l'atrophie du vagin. Ce qui fait que les parois du vagin, notamment les parois antérieures et postérieures, sont beaucoup plus accolées et on aura des problèmes de sécheresse vaginale. Hormis la ménopause, nous avons la grossesse et le postpartum, c'est-à-dire la période juste après l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'au cours de la grossesse et durant la période juste après l'accouchement, il y a toujours cette fluctuation hormonale qui peut faire qu'on aura un défaut de lubrification au niveau du vagin, donc une sécheresse vaginale. Hormis ces deux causes, nous avons également le stress. On ne cessera jamais de le répéter, le stress c'est l'ennemi de l'être humain. Oui. Donc, ce stress, et surtout de la femme. Oui, et surtout de la femme. Donc ce stress également, hormis les dégâts que ça va causer au niveau cardiaque et autres,
Ça agit également au niveau du vagin pour réduire sa lubrification. Est-ce qu'il y a des symptômes clairs qui pourraient nous alerter? Parce que ce n'est pas évident que toutes les femmes qui en souffrent le sachent dès le début. Le premier symptôme, c'est la gêne. Lorsque vous commencez à ressentir des gênes au niveau de votre partie intime, au niveau du vagin, il faut que ça attire votre attention là-dessus. Nous avons également des démangeaisons qui peuvent être au niveau de la vulve ou même ressenties dans le vagin également. D'accord. Aussi, qu'on néglige beaucoup, c'est surtout les douleurs pendant les rapports sexuels. Des fois, la femme est prête psychologiquement, mais c'est juste le corps qui ne répond pas, qui ne lubrifie pas assez. Ça peut créer des douleurs. Et ces douleurs peuvent créer des lésions au niveau du vagin, créer des infections et plein de choses encore. Quand je vais chez le médecin, parce que je suppose qu'il faut voir un gynécologue dans ces cas-là, effectivement, oui. à quoi est-ce que je m'attends comme traitement? D'accord. Déjà, quand vous allez venir en consultation, le gynécologue va essayer de mieux vous connaître. Donc, il va vous poser un tas de questions sur les symptômes que vous ressentez, sur vos antécédents, ainsi de suite. Ensuite, il va vous examiner, il va faire un examen gynécologique complet. Donc, il va examiner vos parties génitales, la vulve, le vagin également. Il peut aussi demander une prise de sang qui pourrait aussi nous orienter sur la cause de la sécheresse vaginale. Et c'est lorsqu'il aura une idée de la cause de cette sécheresse vaginale qu'il va pouvoir vous proposer les traitements. Ah, donc le traitement n'est pas toujours le même, c'est en fonction des causes. C'est en fonction des causes de la sécheresse vaginale, exactement. Quel conseil, docteur Vanessa Ressou, donneriez-vous aux femmes pour déjà essayer d'éviter la sécheresse vaginale et vivre avec, peut-être si elle était déjà installée dans leur vie? D'accord. Pour éviter la sécheresse vaginale, c'est avoir une bonne hygiène intime. C'est-à-dire? Pour avoir une bonne hygiène intime, c'est de bien faire sa toilette intime. Pas de façon trop fréquente, parce que la toilette intime faite de façon trop intense, ça détruit en fait la flore vaginale et ça ouvre encore plus la porte aux infections et à la sécheresse vaginale. Mais on nous dit que la femme doit être propre. Oui, donc, bien sûr, elle doit être propre. La toilette, vous pouvez la faire 2 fois par jour, c'est largement suffisant. Le matin et le soir, c'est largement suffisant. Avec un peu de savon et de l'eau? Non, surtout pas de savon. Ah, surtout pas de savon. Non. Les savons contiennent en fait des substances qui peuvent agresser cette flore vaginale-là. D'accord. Déséquilibrer et créer des infections et la sécheresse vaginale dont on parle. D'accord. Donc juste avec de l'eau propre. D'accord. Juste de l'eau propre, on fait la toilette intime d'avant en arrière. En commençant par le pubis, on nettoie les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris. Ensuite, la partie entre l'entrée du vagin et l'anus qu'on appelle périnée. Et puis, on finit par l'anus. On prend une serviette bien sèche, bien propre, et on assèche correctement la zone. Et c'est fini pour la toilette intime. Merci beaucoup, docteur Vanessa. C'est un plaisir pour moi. Merci et à bientôt. À bientôt, madame. Nous allons observer une courte pause et à notre retour, vous allez découvrir quels sont les dangers de l'aflatoxine présente dans certaines céréales cultivées en Afrique et quelle est la solution proposée par des scientifiques ougandais pour se protéger. Nous sommes de retour dans votre émission de santé et de bien-être de la BBC La Vie. Selon un rapport, l'Afrique perd chaque année plus de 670 millions de dollars de recettes d'exportation à cause de la présence de l'aflatoxine dans des produits agricoles. Une perte énorme en pleine période de pénurie alimentaire, notamment en Afrique de l'Est, une région qui sort d'une sécheresse prolongée. Mais des scientifiques ougandais ont mis au point une technologie qui détoxifie les céréales afin d'éviter tout nouveau gaspillage. Le reportage est signé Brenda Chiruyo. Une récolte abondante qui semble prometteuse ici à Kasese, dans l'ouest de l'Ouganda. Mais les agriculteurs craignent qu'elle ne se transforme rapidement en un véritable gâchis. Nziwa Sassiwa est un petit agriculteur. Il craint que l'aflatoxine, une infection fongique toxique, ne le prive à nouveau de son gagne-pain.
La saison dernière, j'ai subi une perte d'environ 20% de ma récolte parce qu'elle a été refusée par notre principal acheteur de maïs. Après avoir rejeté ma production, je l'ai vendue à des gens qui produisent des aliments pour la volaille et eux, ils achètent toujours à un prix inférieur à celui de l'acheteur qui produit de la farine pour la consommation. Ce qui déconcerte Sassiwa et les autres agriculteurs, c'est le fait qu'ils peuvent difficilement distinguer à l'œil nu les produits touchés des produits sains. Le champignon se développe principalement dans le sol. Il vient du sol. Il contamine les grains, par exemple. Les grains doivent être dans des conditions adéquates. Rappelons-nous que la moisissure est un organisme vivant. C'est un champignon qui a besoin de nourriture, d'une température adéquate. Il a besoin d'eau, donc les graines doivent contenir les nutriments dont le champignon a besoin. La moisissure contamine maintenant le grain. Elle commence à se développer en consommant le grain et elle commence à produire des substances chimiques. Le professeur Archileo Kaya fait des recherches sur l'aflatoxine depuis environ 40 ans maintenant. Il ne connaît que trop bien l'impact économique et social de cette toxine. L'Ouganda, en tant que pays, perd environ 38 millions de dollars par an, rien que pour ses céréales, sans tenir compte des autres effets sur la santé. Je sais qu'à cause de la maladie, les gens ne vont pas cultiver la terre, ou bien ils vont s'occuper de ceux qui sont malades, ou bien ils achètent des médicaments. Et tout cela, ce sont des pertes indirectes. Les aflatoxines sont dangereuses à consommer et peuvent entraîner la mort. Elles affectent principalement le foie lorsqu'elles sont ingérées. Ce qui se passe normalement, c'est que toutes les toxines passent par le foie pour être éliminées. Malheureusement, en raison de leur nature, les aflatoxines se lient de manière permanente à ces enzymes du foie et d'autres parties du foie. Il a été rapporté en 1969 et publié en 1970 qu'un garçon avait mangé du manioc hautement contaminé par l'aflatoxine et qu'il en était décédé. Lorsqu'on a analysé le foie du garçon, on a découvert que son foie était endommagé par des niveaux élevés d'aflatoxine. La perte de ces récoltes exceptionnelles à cause de l'aflatoxine aggrave la situation déjà désastreuse d'un continent en proie à l'insécurité alimentaire. Dans un rapport récent, l'autorité intergouvernementale pour le développement prévoit que plus de 50 millions de personnes dans l'Est et la Corne de l'Afrique seront confrontées à une grave pénurie alimentaire cette année. Pour sauver des vies, mais aussi les moyens de subsistance, des scientifiques ougandais ont mis en place une technologie capable d'éliminer le poison des grains. Cette installation, située à Soroti, dans l'est de l'Ouganda, est opérationnelle depuis février 2022. Les technologies telles que celle-ci sont quelques-unes des tendances émergentes qui aident à traiter l'aflatoxine à grande échelle en Ouganda. Elles permettent à de nombreux agriculteurs d'obtenir de meilleurs rendements et une meilleure sécurité alimentaire. Les camions arrivant dans cette usine ne peuvent pas entrer avant que la sécurité des produits à bord soit vérifiée. Les échantillons révéleront le taux d'humidité et d'aflatoxine. Je prends 10 grammes de l'échantillon. Dans cet échantillon, de l'aflatoxine a été détectée. Le grain qui contient de l'aflatoxine passe dans un système séparé qui assure la détoxification par le biais du nettoyage toxique. Le grain passe ensuite dans cette unité où il est nettoyé. Il passe ensuite dans un autre silo appelé réacteur à ozone. Nous utilisons de l'ozone et ce que cela fait, c'est que ça apporte de l'oxygène de l'environnement qui est détenu dans le conteneur que vous voyez ici. Donc, cette technologie est verte. Lorsque les céréales arrivent ici, elles ont été détoxifiées et peuvent être consommées sans danger. Mais jusqu'à présent, seul le maïs est détoxifié ici. D'autres produits agricoles qui peuvent également être infectés par l'aflatoxine, notamment le manioc, les arachides et le soja, devront attendre qu'une unité de broyage soit installée.
En attendant, dans les fermes comme celle-ci, les familles espèrent qu'une bonne cuisson suffira à éliminer le poison. Les aflatoxines ne sont pas facilement éliminées par la chaleur. Ainsi, lorsque vous faites cuire ou rôtir un grain contenant des aflatoxines, vous tuez le champignon. Mais les aflatoxines ne sont pas détruites. La température qui les détruit normalement est de 400 degrés Celsius. Pour se protéger de l'aflatoxine, l'Organisation mondiale de la santé recommande de diversifier son alimentation pour éviter une exposition répétée, d'éviter les grains entiers et les noix présentant des moisissures, d'acheter des céréales fraîches et de marques réputées. Pour l'instant, Sassiwa espère seulement que les produits de sa ferme seront assez sains pour nourrir sa famille et pour lui assurer un revenu décent. Je me trouve au stade du 28 septembre, toujours à Conakry, car nous allons parler de sport. Si vous pratiquez la musculation, le vélo ou encore le football, vous avez besoin du bon équipement, non seulement pour votre confort, mais aussi pour vous assurer que vous êtes à l'abri des blessures. Dit comme cela, ça paraît évident, mais vous êtes tout de même nombreux à négliger ces détails. Quels sont les risques? Réponse dans un sujet réalisé par Elfas Lagat. Le paysage vallonné de Tigoni à Limuru, dans la banlieue de Nairobi, la capitale du Kenya, est l'endroit idéal pour vivre une belle expérience à deux roues. C'est dans des espaces comme celui-ci que Tony Coyne, un entraîneur cycliste, passe ses week-ends. Aujourd'hui, un groupe d'adeptes est en route, tous convaincus que la pratique régulière du vélo leur permet de nouer des amitiés solides, de rester en forme et de préserver leur santé mentale. Mais avant de faire du vélo, Coyne dit qu'il doit respecter une liste de contrôle pour le cyclisme. Comme tout ce que vous faites, vous devez au moins être préparé et avoir l'équipement adéquat pour cela. C'est pourquoi lorsque je quitte la maison, vous ne me trouverez pas sans casque. J'aurai un short rembourré, des lunettes, j'aurai mon coupe-vent et des chaussures de vélo qui me rendent la vie plus facile. J'ai demandé à Coyne pourquoi il est recommandé de porter un short rembourré pour faire du vélo. Il raconte que son expérience précédente, lorsqu'il s'est aventuré dans le cyclisme, n'a pas été très réjouissante. Ce n'était pas une bonne expérience, je dois dire. J'ai fait mes 20 km, mais après cela, je n'étais plus le même. J'avais mal aux cuisses, aux fesses. J'ai alors demandé à mes amis pourquoi vous ne souffrez pas. Ils m'ont dit, tu n'as pas de short rembourré? Lorsque vous faites du vélo, vous déplacez votre taille vers le bas, ce qui signifie que vos jambes bougent beaucoup et qu'il y a beaucoup de friction. Un short rembourré est alors très utile pour éviter les blessures. Il vous offre un rembourrage qu'un short ou sous-vêtement normal n'aura pas. Il est obligatoire d'avoir l'équipement adéquat pour participer car si quelque chose arrive, par exemple si vous tombez sur le tarmac et que vous n'avez pas de casque, je veux dire que nous pourrions facilement éviter cela en ayant un casque. Aller à la salle de sport est l'un des moyens de faire de l'exercice et de rester en forme. Mais comme pour toute autre activité, il faut être bien habillé pour aller à la salle de sport. Velma, passionnée de fitness et entraîneuse, explique le type de vêtements qu'elle recommande pour aller à la salle de sport. Tout d'abord, en arrivant à la salle de sport, vous ne pouvez pas arriver avec un kaki ou un jean. Ce ne sont pas les meilleurs vêtements. Vous risquez de vous blesser et vous devrez donc changer de tenue. Lorsque vous faites de l'exercice, vous devez être à l'aise. En ce qui concerne les chaussures, nous avons des exercices comme les squats, les soulèvements. Vous avez besoin de chaussures plates. Nous recommandons un tissu synthétique qui peut évacuer la sueur. Vous savez que le coton risque d'absorber la sueur et cela peut devenir irritant. Nous disons également à nos clients de faire de l'exercice entre 3 et 5 fois par semaine. Cela permet à vos muscles d'avoir le temps de guérir. De nombreuses parties du corps sont susceptibles de subir des entorses, des foulures ou des dommages qui peuvent entraver votre activité ou entraîner des problèmes permanents. Lorsque vous vous préparez à participer à un sport ou à une forme d'exercice, déterminez quels vêtements ou équipements peuvent être nécessaires pour assurer votre sécurité autant que possible.
C'est déjà la fin de votre émission de santé et de bien-être de la BBC. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur la page Facebook de BBC Afrique dans la playlist La Vie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.